Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission L'Index sur votre chaîne préférée, bien évidemment, Radio-Québec Plus. Nous poursuivons ce soir notre série de rencontres avec des gens actifs, des gens qui ont un regard et qui font énormément de réflexions sur la réalité qui nous entoure, sur les mille et une questions que nous posons chaque jour dans notre vie, ici bien sûr au Québec et au Canada en général, mais sur le plan international également. Cette fois-ci, on va parler bien sûr de discrimination. Ce sujet est récurrent et il revient pratiquement à chaque instant, à chaque moment. C'est le sujet de l'heure toujours et pour toujours. La situation ne semble pas vraiment évoluer malgré les discours, malgré les lunettes roses de certains. La réalité, elle, reste inchangée. Dernièrement, vous l'avez certainement vous aussi entendu sur les radios, lu dans les journaux, à la télévision, etc., cette étude qui a été publiée par Radio-Canada et qui démontre, une fois encore, la sous-représentation des communautés culturelles, ou ce qu'on appelle les minorités visibles, au sein de la fonction publique ici au Québec. Nous, en tant que membres de cette communauté-là, on n'avait vraiment pas besoin de cette étude-là pour savoir que les communautés sont sous-représentées, elles sont carrément invisibles au sein de la fonction publique. Un peu comble de l'ironie pour Radio-Canada, le secteur où ces communautés-là sont encore vraiment sous-représentées, c'est le domaine des médias et de la télévision ici au Québec. Pour parler de ce sujet, nous avons invité quelqu'un qui ne vit que de ça, qui ne parle que de ça, qui ne travaille que sur ce sujet-là. Il s'agit de M. Pho Nhi, qui est le directeur général du CRAR, le Centre de recherche action sur les relations raciales, ici à Montréal. Et donc, on lui souhaite tout de suite la bienvenue. Merci, M. Pho Nhi. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, présentez-nous votre organisme, le CRAR. Il s'occupe exactement de quoi? C'est un organisme qui a été fondé en 1983, qui se donne comme mission la lutte contre discrimination raciale et éventuellement d'autres formes de discrimination. Et nous avons été fondés dans un contexte où, à Montréal, il y avait beaucoup de problèmes de racisme, notamment dans l'industrie des taxis à l'époque, surtout visant la communauté haïtienne. Après ça, il y a beaucoup de problèmes avec la police de Montréal. Donc, au fil des ans, on a fait beaucoup de choses, surtout au niveau de la recherche. On fait des activités de formation, des séminaires, et puis aussi, on aide beaucoup de gens qui se sentent victimes de discrimination fondée sur la race, l'origine ethnique ou nationale, la religion, le genre ou la condition sociale. Et de plus en plus, on se lance dans ce qu'on appelle la défense des droits, en allant soit devant les tribunaux, soit des organismes publics de défense des droits de la personne pour aider à lutter contre les barrières de discrimination. Parce qu'on a vu au fil des ans que malgré les discours et toutes les grandes déclarations, les obstacles persistent. Et quand vous avez mentionné tantôt le problème de sous-représentation des communautés culturelles ou des minorités visibles dans la fonction publique québécoise, dans la fonction publique municipale ou même dans la fonction publique fédérale, ça persiste surtout ici à Montréal, où il y a, vous savez, il y a presque 30-40% de gens qui sont issus de ces minorités visibles. Donc le problème est très significatif. Il faut remonter un peu dans le temps pour dire que, vous savez, en 1981, le gouvernement de René Lévesque a adopté un plan d'action qui s'appelle « Autant de façons d'être québécois » afin d'augmenter de quelque chose % à 9% la proportion des communautés culturelles dans la fonction publique culturelle québécoise. C'était en 1981. Puis je crois que les chiffres les plus récents démontrent qu'on n'est même pas à 9% de la fonction publique. Donc il y a une résistance, il y a vraiment une sorte un recul même sur les questions d'accessibilité dans l'emploi pour les gens. Avant, c'était la communauté noire qui luttait surtout, et de plus en plus, avec les changements de l'immigration, c'est surtout les communautés maghrébines maintenant qui forment vraiment une population importante, très scolarisée,
très francophone, mais qui n'arrive pas à percer plusieurs secteurs du marché du travail et plusieurs postes, surtout au niveau de la supervision, la direction de plusieurs organismes publics et privés, malgré leurs compétences et leurs expériences, tant à l'étranger qu'ici au Québec. Très bien. Et quand on parle de la fonction publique du Québec, il suffit de visiter n'importe quelle administration publique ici, que ce soit pour, par exemple, renouveler sa carte d'assurance maladie, ou, par exemple, à Revenu Québec ou à Revenu Canada, ou quand vous allez dans certains hôpitaux, etc., sur le plan municipal également. Cela s'explique par un phénomène historique. On nous dit que la présence des Québécois francophones au sein de la fonction publique s'explique aussi par l'histoire même c'est-à-dire du Québec, puisque ces Québécois francophones eux-mêmes souffraient de pauvreté, de discrimination à une certaine époque, et un peu ils avaient une origine rurale, et quand ils sont arrivés en ville, ils n'avaient pas de qualification, ce n'étaient pas des ingénieurs, ce n'étaient pas des médecins, à l'époque, bien évidemment. Et donc, la seule manière de leur donner d'emploi, c'était de les mettre au sein de la fonction publique. Et là, c'est devenu une tradition. On n'est plus à cette époque-là. Les Québécois francophones sont aujourd'hui ingénieurs, médecins. Bien évidemment, la situation a complètement changé, mais on a gardé les vieux réflexes. Ben, je dois dire qu'en fait, que si on regarde au-delà de la fonction publique, il y a aussi ce qu'on appelle tous les secteurs parapublics, l'éducation, les services sociaux, la santé, les sociétés d'État comme Hydro-Québec, la Société des alcools du Québec. Moi, je visite souvent les succursales de la Société des alcools du Québec. Je vois très rarement des gens issus de diverses minorités qui y travaillent. Donc, parfois, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on décroche un emploi au sein de ces organismes-là, publics, parapublics, ou comment est-ce qu'on peut arriver en 2016 avec des centrales syndicales, l'exécutif des centrales syndicales du Québec, qui est pratiquement tout blanc et francophone, des conseils d'administration de Chambre de commerce de Montréal qui ne reflètent pas la diversité culturelle, ethnique et raciale de la métropole. Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est toujours une question d'ignorance? Est-ce qu'il y a une question de, on n'est pas au courant, on n'est pas conscient, on n'est pas... Les questions, posons-les tout de suite. Comment on peut expliquer cet état de choses? Est-ce que nous sommes en présence d'une discrimination claire qui est basée justement sur l'appartenance ethnique, où on ne permet pas à certaines communautés ethniques d'accéder à certains postes ou à certains secteurs? Premièrement, il faut dire qu'il y a à un certain niveau, un certain progrès. On voit un peu de percée ici et là. Je crois ça se voit même au niveau des élus du conseil municipal de Montréal. On voit quelques personnes de couleur, pas assez, mais quand même, on y voit, je crois que le comité exécutif de la ville de Montréal, dirigé par le maire Denis Coderre, on voit la diversité ethnique. Mais au niveau de l'emploi, dans les fonctions publiques fédérales, provinciales, municipales, où les conditions de travail sont toujours peut-être plus stables que dans le secteur privé, il y a vraiment la permanence, il y a les pensions, les régimes d'avantages sociaux très, très, très généreux. C'est très difficile de percer. Et la question de savoir, est-ce qu'il vraiment il y a des obstacles? Est-ce qu'il y a des actes de discrimination explicites? Est-ce qu'il y a une résistance intentionnelle à l'entrée des communautés ou des minorités visibles? Ou est-ce qu'il y a des obstacles inconscients, non intentionnels, qui fonctionnent de manière à exclure des gens? Je crois que nous avons vu dans le mouvement des femmes, à un certain moment, les femmes contestaient beaucoup de règles masculines dans les fonctions des métiers non traditionnels pour femmes. Et ça a pris à peu près 20 ans, 25 ans pour changer plusieurs façons de faire, pour permettre aux femmes d'accéder à des fonctions non traditionnelles. Je crois que malgré cela, pour les minorités visibles, pour les communautés culturelles, le résultat n'est pas là parce qu'il y a un manque d'organisation, il y a beaucoup de facteurs qui expliquent le fait qu'il y a toujours, qu'on appelle ça, une ségrégation ethnique dans certains secteurs du marché du travail. Et là-dessus, je crois qu'il faut parler de vraies affaires. Et puis, les vraies affaires, c'est qu'il y a des secteurs où il y a encore beaucoup de résistance à permettre, qui permettent aux gens de pouvoir non seulement rentrer... C'est un peu en porte-à-faux de discours officiel qui nous dit que le Québec est une société ouverte, tolérante, accueillante, moderniste, pluraliste, ouverte sur le monde, etc. La réalité, ce que nous voyons,
c'est un peu différent de ces discours-là. Mais regardez, je vais vous donner un exemple très flagrant. De 500, 600 juges au Québec, on a 2 juges noirs. Une à la Cour supérieure nommée par le gouvernement fédéral et l'autre à la Cour du Québec nommée par le gouvernement du Québec. 2 juges noirs parmi les 600 quelques juges. Peut-être que les Noirs, ils ne sont pas trop portés sur la justice. Ou... peut-être les Noirs ne sont pas assez compétents comme avocats pour devenir magistrats. Mais quand même, vous voyez un peu, ça je crois que la même chose. Regardez le prime time de la télévision française francophone au Québec. On peut compter sur les doigts pas nécessairement des personnes qui lisent le météo, mais surtout des chroniqueurs, des journalistes chevronnés. On est encore un peu loin là. Je crois que le prime time, la télévision prime time est un excellent indicateur du degré d'intégration de ceux qui sont différents de la majorité franco-québécoise. Mais vous, à travers les recherches que vous faites, les études, les discussions, les débats que vous faites, est-ce que vous avez réussi à avoir des éléments de réponse qui vous laisse enfin comprendre un peu la situation? Est-ce qu'il s'agit d'une discrimination qui est instaurée comme une politique qui est là, ou bien on est dans l'inconscient justement, où il y a des méthodes un peu détournées, etc. Comment on peut expliquer cet état de choses? Parce que nous sommes, comme dirait Justin Trudeau, en 2016 quand même. Le Québec s'est doté depuis des années des lois, des politiques pour lutter contre la discrimination raciale, ethnique sous toutes ses formes. Il y a les formes directes, intentionnelles, individuelles, ça veut dire de manière explicite. On ne vous embauche pas parce qu'on ne veut pas embaucher des Noirs et des Arabes. La loi est vraiment contre ça. Nous avons... mais ce genre de loi, on peut les trouver dans les pays les plus rétrogrades. On peut trouver. Ce sont des lois sur papier. Le problème ne se pose pas au niveau des lois. Écoutez, là, mais quand même, vous allez en Corée du Nord, là, vous allez trouver des lois qui garantissent les libertés, la dignité de l'être humain, etc., etc. Donc le problème ne se pose pas au niveau des lois. En fait, les lois sont là. C'est important, premièrement, de connaître ces lois-là, de savoir qu'il y a des lois qui existent. Le problème que nous avons, et puis plusieurs gens le disent année après année, que le problème que nous avons, c'est que la plupart de ces lois, ces politiques-là ne sont pas mises en vigueur, ne sont pas appliquées, n'ont pas fait l'objet d'évaluation et de suivi. Par exemple, depuis 2001, nous avons au Québec une loi sur l'accès à l'égalité dans la fonction, dans les organismes publics de l'État, où il faut vraiment mettre sur pied des mesures pour enlever des obstacles à la représentation équitable des minorités visibles, des minorités ethniques et des femmes. Vous regardez les hôpitaux, vous regardez les centres des services sociaux de la santé, les universités, vous regardez le nombre de personnes qui sont embauchées, vous regardez les statistiques qui sont encore loin. Mais les lois ne peuvent pas, à elles seules, régler le problème de la discrimination, du racisme, de la ségrégation, etc. Vous vous souvenez certainement du cas de Kamal El-Batal, ce jeune Marocain qui avait envoyé des CV avec son nom marocain et qu'il ne recevait même pas de réponse. Un jour, il réfléchit et puis il se dit c'est peut-être mon nom qui pose problème. Il change juste son nom, il garde le CV tel qu'il est, il met Tremblay un tel et tout de suite les réponses. Donc il a des rendez-vous pour des entrevues d'embauche et tout ça. Et une loi, elle ne peut pas régler ce problème-là. Non, effectivement, mais dans le cas de M. El-Batal, je crois qu'il a utilisé la loi qui s'appelle la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, une loi provinciale, pratiquement pour déposer une plainte contre cet employeur potentiel et éventuellement il a eu gain de cause. C'est-à-dire il a utilisé la loi pour faire avancer, entre autres, ses droits que l'État lui garantit. Donc je crois que c'est important de connaître les lois. Deuxièmement, il faut faire appliquer la loi ou il faut se prévaloir de ces droits garantis par la loi pour les rendre opérationnels et pour les rendre applicables. Et lorsque les lois ne sont pas appliquées, il faut demander l'imputabilité de la part des institutions publiques qui sont responsables de ces lois-là. Nous avons toujours dans notre travail posé cette question-là. Bien sûr, peut-être il n'y a pas assez de gens qui posent des questions. Pourquoi aux législateurs, aux dirigeants d'entreprise, pourquoi vous avez jusqu'en 2016 encore, 2015, les conseils d'administration, pourquoi votre exécutif syndical ne reflète pas la diversité? Poser les questions, c'est une chose. Trouver le moyen pour faire appliquer la loi et utiliser la loi même éventuellement pour poursuivre. C'est comme ça que les femmes, les Noirs aux États-Unis ou les gays ont fait progresser leur cause. En parlant de loi et de femmes,
les gains en droit, etc., qui ont été enregistrés en faveur des femmes, elles ont été faites justement à travers certains dispositifs juridiques qui leur permettaient à elles justement d'accéder à certains postes, etc., notamment en parlant de la parité. Par exemple, de la présence d'hommes et de femmes au sein du gouvernement, ou bien au sein de certaines choses. Est-ce que vous croyez que cette idée de parité aussi, peut-être pas l'idée de parité, mais au moins des pourcentages, exiger des quotas carrément, d'avoir des quotas de communautés ethniques ou culturelles au sein des médias, au sein justement de l'appareil administratif du Québec, etc. Est-ce que vous croyez que ça pourrait donner des résultats? Écoutez, les quotas, les objectifs numériques quantitatifs, ça c'est juste peut-être des mots, des plans, des concepts. L'important c'est de faire appliquer. L'important c'est d'exiger que ce soit réalisé. Je crois que on parle beaucoup de parité homme-femme au sein du Conseil des ministres, sur le conseil d'administration, de plus en plus, parce que maintenant c'est à la mode, c'est légitime, et on ne parle pas encore de la diversité ethnique et culturelle sur les conseils d'État, par exemple les organismes de l'État, ou sur les chambres de commerce, et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut constamment pousser pour ça, parce que c'est pas normal que nous vivons dans une métropole qui se dit internationale, ouverte, inclusive, et qu'on se retrouve avec, entre autres, la Chambre de commerce de Montréal métropolitain, dont le conseil d'administration ne reflète pas la diversité de la métropole. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et puis, quand vous regardez aussi, au sein de plusieurs communautés ethniques, le niveau d'entrepreneurship, ce sont les communautés qui font rouler l'économie de Montréal, surtout les PME. Donc pourquoi on a encore cette absence qu'on appelle dans le Canada anglais cette mosaïque verticale, où si vous appartenez à des groupes, disons, privilégiés, vous êtes en haut, et si vous êtes une des minorités visibles, racisées, vous êtes au bas de l'échelle. Et c'est ce genre de mosaïque verticale-là, c'est pas normal, c'est pas acceptable en 2016, mais il faut poser la question et il faut exiger des réponses. Est-ce que les communautés culturelles, les communautés ethniques, enfin ce qu'on appelle ici les communautés visibles, il y a mille et une expressions pour les décrire, est-ce qu'elles ont, elles aussi, des choses à se reprocher, dans ce sens où on baisse les bras rapidement, on ne se bat pas, donc le combat n'est pas là, donc on arrive dans une administration, on n'est pas embauché, tout de suite on se dit « Ah, ça c'est des racistes, c'est des gens qui ne nous discriminent pas, qui ne veulent pas de nous, on va aller vivre dans notre ghetto, la vie est belle comme ça, c'est fini, ils sont dans leur petit coin, nous sommes dans notre petit coin. » Est-ce que c'est... Je ne parle pas de blâme, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui méconnaissent leurs droits, qui ne savent même pas qu'il y a au Québec, au niveau provincial, la Charte des droits et libertés de la personne pour les protéger contre la discrimination, ou au niveau fédéral, la loi canadienne des droits de la personne pour protéger ces gens contre la discrimination dans le secteur de compétences fédérales, la radiodiffusion, les banques, ainsi de suite. Je crois que premièrement, il faut instruire, informer, éduquer les gens sur leurs droits et les recours qui leur sont disponibles. Et deuxièmement, il faut les encourager à assumer et à revendiquer et puis à vraiment demander une participation pleine, entière, ça veut dire une citoyenneté à part entière. Parce que les gens qui sont souvent marginalisés, discriminés, exclus, parfois, ils n'ont pas de confiance au système. Et plusieurs personnes sont venues nous voir, vous savez, j'ai été victime de discrimination, ainsi de suite. Est-ce que ça vaut la peine de déposer une plainte? Est-ce que ça vaut la peine de poursuivre, même si j'ai les moyens? Parce que les gens n'ont pas de confiance à nos magistratures, à nos institutions publiques. C'est extrêmement grave. Bien sûr, non, il y a des gens qui sont... Quand vous vivez l'exclusion, et ce qu'on voit aussi avec les peuples autochtones maintenant, tous les discours, c'est les femmes disparues et assassinées. Je crois qu'il y a un niveau de confiance, de méfiance très très profonde à l'endroit des institutions publiques. Donc il faut redonner aux gens un sens de citoyenneté, de participation, parce que quand les gens se sentent citoyens à part entière, les gens vont exiger les réponses, les gens vont réclamer leur juste place au sein de la société et surtout au sein des institutions. Donc notre travail aussi, c'est d'encourager, de soutenir, d'informer les gens à assumer cette citoyenneté-là. En troisième lieu, on passe toujours le message aux décideurs publics. Sans pointer du doigt,
on parle toujours des valeurs d'inclusion, des valeurs d'égalité, des valeurs de diversité, en espérant que quelque part, avec la lucidité, la sensibilité, de plus en plus le sens d'être des citoyens d'un monde vraiment de plus en plus rapproché sur le plan global, international, les dirigeants de nos nations vont comprendre que c'est non seulement un avantage, mais aussi un devoir de citoyens privés, citoyens publics, corporatifs, de s'ouvrir et d'être beaucoup plus inclusifs dans la manière dont nous gérons nos ressources humaines. Parce que vous ne croyez pas que ce genre de discours, justement, ces notions de citoyens du monde, de diversité, etc., est-ce que ce n'est pas ça exactement qui dérange ici au Québec? Parce qu'il faut garder présente à l'esprit l'idée du village gaulois. Il faut bien comprendre la société québécoise qui est pratiquement assiégée par des océans de culture anglo-saxonne. C'est un peu le village gaulois qui est là. Et donc les gens ont un peu peur d'être comme totalement envahis. On se lie carrément. Et disparaître parce qu'ils ont quand même au Québec on a une culture à défendre, une langue à défendre, à sauvegarder, etc. Et donc on veut se protéger un peu contre je crois que le village gaulois de l'ère Astérix Obélix, c'est un peu une chose du passé. Je crois qu'au Québec, nous avons depuis quelques années, depuis une génération, une montée d'une conscientisation, d'une conscience globale. Le Québec a été l'une des premières provinces, des premières, disons, juridictions à adhérer au libre-échange. Quand on est libre-échangiste, on est des voyageurs, on est des commerçants, on est qu'on appelle des free traders. Donc, de plus en plus, cette génération de Québécois est ouverte au monde. Donc, il faut faire la part des choses. Il y a un certain changement de la garde générationnelle qu'il faut vraiment soutenir, encourager. Cette nouvelle génération voit la diversité comme un atout, une valeur ajoutée pour le Québec. Et je crois là-dessus, moi je le vois parmi les amis, parmi les gens avec qui je travaille, jusqu'à une cinquantaine, l'ouverture sur le monde, la diversité, c'est vraiment ça. Sauf que c'est un peu l'autre génération qui n'est pas habituée, qu'il faut vraiment trouver des moyens pour les rejoindre, pour les sécuriser davantage et pour démontrer qu'il y a qu'on appelle ça des avantages stratégiques à être inclusif et à faire de la diversité un outil de développement tant domestique qu'international. Et seulement de cette manière-là qu'on peut utiliser une autre façon de gérer, d'exploiter, de maximiser le potentiel humain que la population du Québec, de manière de plus pluraliste, est devenue. Comment on va le faire? Je crois qu'il y a vraiment trouvé de moyens, d'une part, éduquer, d'une autre part, utiliser la loi pour faire tomber les obstacles, les discriminations. Et troisièmement, il faut commencer aussi à démontrer aux gens que la discrimination, l'exclusion au niveau local, au niveau domestique, va nuire à notre expansion, à notre développement international comme société, comme collectivité. Parce que de plus en plus, quand vous allez faire vendre les produits, les services à l'étranger, et si jamais votre, disons, partenaire potentiel vous demande, oui, mais vous voulez nous vendre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez des problèmes d'exploitation chez vous, des problèmes d'abus, de discrimination, ça peut nuire à non seulement de réputation, mais notre capacité d'établir des liens. Donc, je crois que profondément qu'il faut lutter contre les discriminations parce que c'est quand même un gros sens d'affaires. Très bien. Alors, nous allons faire une petite pause et au retour, nous allons continuer notre discussion avec M. Fognini, qui est le directeur général du CRAR, le Centre de recherche action sur les relations raciales, ici à Radio Québec Plus.